Bonjour à tous, bienvenue pour ce second webinaire de notre série de webinaires destinés à la gestion différenciée des espaces verts. Ce webinaire est préenregistré, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'exposé via l'espace chat situé à droite de l'écran. Fredon Grand Est est un organisme qui œuvre dans différents objectifs et notamment par rapport à des objectifs liés à la santé des végétaux, à la santé publique et à la protection de l'environnement. Donc pour cela, nos activités se divisent essentiellement en deux pôles. En pôle santé du végétal, dans lequel nous allons essentiellement travailler en lien avec le monde de l'agriculture, et en pôle environnement, dans lequel nous allons avoir des actions diverses et variées, donc notamment des activités d'études, de conseil, d'animation auprès des collectivités et des entreprises. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire de la région Grand Est, et nous avons donc 3 sites, un par ancienne région, donc un site en Alsace, un site en Lorraine et un site en Champagne-Ardenne. N'hésitez pas à vous rapprocher des conseillers de chacun de ces sites selon le territoire auquel vous appartenez. Alors, nous allons aujourd'hui traiter de la gestion différenciée. Donc, nous allons dans un premier temps chercher à définir ce qu'est la gestion différenciée. Dans un second temps, nous verrons par quels moyens, par quelle méthodologie nous pouvons arriver à mettre en place à l'échelle d'une collectivité une gestion durable, une gestion différenciée des espaces verts. Nous verrons ensuite par quels outils on va pouvoir mobiliser pour parvenir à une gestion efficace dans une optique de gestion durable, donc le matériel alternatif que l'on va pouvoir utiliser. Nous verrons ensuite les différentes stratégies d'entretien, donc par typologie d'espace vert, quelles sont les préconisations, les bonnes choses à mettre en place pour gérer ces espaces verts. Et enfin, nous finirons par les acteurs du territoire qui seront en mesure de vous accompagner dans la transition vers ces nouvelles pratiques de gestion des espaces verts. Alors, nous allons commencer par nous intéresser vraiment à la notion de gestion différenciée. Donc, qu'est-ce que la gestion différenciée? La gestion différenciée, on va le voir tout de suite, c'est le fait de concilier un certain nombre de piliers. Donc, on va avoir 3 piliers. Donc, un pilier relatif aux enjeux environnementaux. Donc, les espaces verts vont abriter une certaine biodiversité. Donc, on va chercher à favoriser cette diversité importante par le biais de certaines actions. La gestion des espaces verts va également mobiliser des enjeux économiques. C'est une gestion qui va avoir un certain coût pour les collectivités. Donc, on va chercher à optimiser ces coûts. Et enfin, on va avoir des objectifs liés aux enjeux sociétaux. Les espaces verts vont avoir une valeur patrimoniale, vont rendre à la collectivité un certain nombre de services, que ce soit en termes de détente, en termes de loisirs, de culture également. Et donc, la gestion différenciée va chercher à concilier ces trois piliers fondamentaux. Donc, à faire en sorte que les enjeux environnementaux, économiques et sociétaux se combinent et qu'on puisse arriver à partir de là, à avoir une gestion qui sera durable des espaces verts à l'échelle de la collectivité. Donc, d'un point de vue historique, la gestion différenciée, c'est une notion qui est apparue en Allemagne et en Suisse dès le milieu des années 80, qui apparaît plus tardivement sur le territoire français, puisque la première apparition de ce terme remonte à l'année 1994, lors d'un colloque qui s'est tenu à Strasbourg sur la gestion durable des espaces verts. Donc, en termes de concept, la gestion différenciée va s'intéresser au fait de rationaliser à l'échelle d'une collectivité la gestion des espaces verts en cherchant à diversifier les modes de gestion là où, de manière générale, ils ont plutôt tendance à être uniformes. On voit souvent sur des collectivités, par exemple, un mode de gestion de l'enherbement qui va être uniforme, c'est-à-dire que toutes les surfaces enherbées vont être tondues avec la même périodicité, quel que soit l'endroit où se situent ces zones enherbées. Dans une optique de gestion différenciée, on va chercher à diversifier ces modes de gestion selon l'utilisation, selon l'emplacement de ces espaces verts. Donc vraiment, on va chercher à adapter au mieux à l'utilisation et au public qui a l'usage des espaces verts, l'entretien. Et donc, la gestion différenciée, c'est quelque chose qui s'installe petit à petit. Et vous avez de plus en plus de collectivités qui franchissent le cap
et qui se lancent dans la gestion différenciée de leurs espaces verts. C'est ce que vous pouvez voir sur le petit graphique ici à droite, où vous voyez qu'en 2009, une étude avait été menée par l'INRAE et avait pu montrer que selon les territoires, donc c'est essentiellement sur l'Est et l'Ouest de la France, on pouvait avoir jusqu'à 30% des collectivités qui avaient mis en place une démarche de gestion différenciée sur leur territoire. Donc en termes de démarche, la gestion différenciée va demander d'agir progressivement. Si jamais on veut arriver à mener à bien cette démarche, il va falloir y aller par petites touches, par petits pas. Vraiment essayer une nouvelle technique, se l'approprier. Une fois qu'on arrive bien à la maîtriser, on pourra l'élargir et l'adapter à d'autres espaces de la commune. Mais vraiment avoir une démarche qui se veut progressive pour garantir la bonne réussite de cette démarche. On va également chercher à fédérer l'ensemble des acteurs concernés. Donc pour que la démarche puisse prendre et puisse perdurer, vraiment, il va falloir que l'ensemble des acteurs, donc que ce soit les résidents de la commune, les élus, l'équipe technique qui va entretenir les espaces verts, il va falloir que tous ces acteurs aient bien une vision commune du projet auquel ils veulent adhérer afin de pouvoir le mener à bien. On a également quelque chose qui est très important, c'est la communication. Donc la communication, qu'elle soit auprès du grand public, auprès des usagers, est vraiment très importante. On va chercher à communiquer par le plus grand nombre de moyens possibles afin de toucher le plus grand nombre de personnes possible pour expliquer la démarche. Donc cet effort de pédagogie, il va vraiment être fondamental, il va permettre derrière la bonne prise de la démarche auprès du public. Si on fait l'économie de passer sur cette phase de communication, on risque d'avoir de manière récurrente des plaintes en mairie, par exemple, parce que les résidents vont trouver que les espaces verts ne sont plus assez entretenus. Donc vraiment, l'étape de communication est quelque chose de vraiment très important. Donc la gestion durable, la mise en place d'une gestion différenciée des espaces verts, c'est un projet qui va s'entendre sur le long terme. Il va falloir savoir se donner le temps de mettre en place les différentes actions, de y aller, comme on vient de le dire, de petites touches en petites touches pour arriver progressivement à avoir une gestion homogène, globale de sa commune. Donc il va également falloir être capable de s'approprier la démarche. Donc il va falloir la faire vivre, hein, tout simplement. Ce n'est pas quelque chose qui va être arrêté en instant T. Il va falloir la faire vivre en fonction de l'évolution de la commune, l'adapter aux exigences et aux contraintes locales, l'adapter également aux futures évolutions réglementaires qui peuvent arriver. Et donc on va vraiment chercher, hein, comme on l'a vu juste avant, à fédérer au maximum l'ensemble des acteurs d'un territoire, donc que ce soit les agents communaux, les élus, les habitants, mais aussi les associations et les entreprises présentes sur ce territoire. Il faut vraiment avoir quelque chose de global afin que la démarche prenne et puisse perdurer dans le temps. Alors, on va s'intéresser maintenant à la méthodologie à mettre en place pour pouvoir déployer sur sa commune une gestion durable de ces espaces verts. Donc, dans un premier temps, on va réaliser une phase d'inventaire des espaces verts. Donc, tout simplement, on va faire le tour de sa commune et inventorier chacun des espaces verts que l'on va pouvoir relever. Donc on va relever en parallèle un certain nombre d'informations, que ce soit en termes de composition, de typologie, d'espèces végétales présentes dans l'espace vert, l'état sanitaire éventuellement des végétaux auxquels on sera confronté, d'objectifs de gestion, et quelle est la gestion future qu'on veut pour ces espaces verts. Donc une fois qu'on aura rassemblé toutes ces informations, on va passer on va géoréférencer ces informations donc via un logiciel, par exemple un logiciel de SIG. Donc vous avez des outils gratuits qui existent ou des outils payants qui sont également disponibles. Donc si l'outil informatique est compliqué pour vous, vous pouvez également passer par une version papier. Un cadastre fera très bien l'affaire. Donc ce géoréférencement des espaces verts permettra de faire le lien entre les données que vous avez acquises précédemment pour chaque espace vert et sa localisation précise sur une carte. Donc on va créer à cette étape un véritable cadastre vert pour la commune. On va dans un second temps classer les espaces selon leur typologie. Donc on va avoir en général 3 typologies d'espaces verts que l'on va utiliser. On pourra dans certains cas avoir un petit peu plus de typologies, en avoir 4, 5, mais après d'ailleurs en termes
En termes de réflexion, de gestion, c'est nettement plus compliqué. Donc on va rester sur quelque chose de simple qui fonctionne très bien. 3 classes, ça marche très bien. Donc on va voir une première classe qu'on va qualifier de classe horticole, donc sur laquelle on va avoir une gestion qui va être intensive et qui va correspondre à tous les espaces institutionnels. Donc, tout ce qui va être cimetière, mairie, école, entrée de ville, également l'axe principal d'un village. On y retrouvera également les bâtiments religieux. Donc sur ces espaces, on aura l'entretien le plus poussé. On va ensuite trouver la classe dite d'accompagnement, la classe 2, sur laquelle on va avoir un entretien qui sera beaucoup plus extensif. Donc ce sera essentiellement des zones, par exemple, dans des lotissements, et plus en périphérie de la ville en tout cas. Et on va ensuite avoir la troisième classe, la classe naturelle, où là on aura vraiment des espaces en périphérie de la collectivité qui ne seront pas bâtis et qui n'auront pas de vocation particulière. Donc on va ensuite passer à une troisième étape d'analyse de ces espaces verts. Donc on va vraiment réfléchir sur la vocation de chacun de ces espaces verts et sur l'adéquation entre son degré d'entretien, la visibilité du site et l'utilisation qui en est faite par les usagers. Tout ça dans un objectif de rationalisation, d'optimisation de l'entretien des espaces verts. Donc c'est ce que vous pouvez avoir avec le petit exemple que vous voyez ici à droite. Donc vous voyez ici l'artère principale du village, avec le cimetière, l'église, vous avez ici la mairie, et ici les deux entrées de ville. Donc ici, par exemple, on va chercher à avoir un entretien plus poussé sur cet axe principal, qui sera l'axe le plus fréquenté de la commune, et on aura un entretien qui sera beaucoup plus allégé, un entretien extensif sur les zones extérieures. Donc on va ensuite passer à une phase de rédaction. Donc une fois qu'on a analysé l'ensemble des espaces verts, on va pouvoir produire un document qui va formaliser, qui va vraiment servir d'outil, de guide pour la gestion des espaces verts. C'est le plan de gestion différenciée. Donc c'est un document qui est évolutif en fonction des attentes, en fonction des moyens de la collectivité. C'est vraiment un outil technique, un outil d'aide à la décision et un outil de gestion au quotidien des espaces verts. En fait, on va formaliser dans ce document l'ensemble de l'entretien que l'on va proposer, préconiser, l'entretien qui nous semble le plus pertinent dans un objectif de gestion différenciée dans ce document. On pourra également retrouver dans ce document des préconisations en termes d'acquisition de matériel. Donc en termes de réalisation, c'est quelque chose qui pourra être fait en régie si jamais vous avez la compétence en interne. Si vous avez des chargés de mission, par exemple, qui ont ces compétences-là, c'est tout à fait envisageable. Sinon, ça peut être fait en prestation. Vous avez différentes structures qui proposent ces outils en prestation. Donc, vous pouvez faire appel à nos services. On en réalise régulièrement. Il faut savoir que ces études sont financées par l'Agence de l'Eau-Rhin-Meuse et la région Grand Est à hauteur de 80%. Et enfin, une fois qu'on a réalisé toutes ces choses, tout ce processus, en fait, on va pouvoir passer vraiment au changement des pratiques. Donc, une fois qu'on a réussi à prioriser les espaces verts à entretenir, donc quel espace vert mérite plus d'attention qu'un autre, une fois qu'on aura réfléchi au matériel alternatif à acquérir, une fois qu'on aura réfléchi vraiment à la manière avec laquelle on va changer ces pratiques, on va pouvoir tendre vers une gestion durable de ces espaces verts. Alors vous l'avez vu, et je viens de le dire, le matériel alternatif est vraiment à considérer comme un outil pour vous permettre à tendre vers une gestion durable de vos espaces verts. Donc on va voir un petit peu les différentes choses que vous allez pouvoir utiliser. Et avant de commencer vraiment sur le panel de matériel disponible, on va voir ensemble quelques clés pour faire le bon choix de matériel. Donc déjà, il faut bien avoir en tête que chaque outil va vraiment être spécifique dans le type de revêtement. Donc c'est vraiment le type de revêtement sur lequel vous allez travailler qui va conditionner le choix de la technique que vous allez employer. Ensuite, en termes de dimensionnement, on va vraiment chercher à utiliser un outil qui est dimensionné à sa problématique. Par exemple, si vous avez un tout petit cimetière en gravillon, on ne va pas chercher à aller le travailler avec un désherbeur mécanique sur tracteur avec un attelage 3 points. Ce sera bien trop gros, pas du tout pratique, vous aurez des problèmes pour manœuvrer, ça n'ira pas du tout. Donc on va vraiment chercher à utiliser un outil qui sera dimensionné à ses équipements, à sa problématique.
Et enfin, il ne faut vraiment pas hésiter à vous faire accompagner, donc que ce soit en sollicitant des collectivités voisines qui ont déjà franchi le cap, qui ont déjà du matériel. Donc ça, n'hésitez pas à revenir vers nous, on peut vous orienter vers les collectivités qui ont déjà du matériel alternatif. N'hésitez pas à vous entourer vraiment des acteurs du territoire hein, pour avoir des informations sur ces outils, qui sont relativement coûteux, donc pour faire le bon choix, n'hésitez pas à nous contacter. Et enfin, demandez systématiquement une démonstration sur site pour vérifier vraiment que la machine, que l'outil est vraiment adapté à votre problématique. C'est vraiment très important. Alors, on va commencer avec le matériel, et notamment le matériel mécanique. Donc, le matériel mécanique, dans l'idée, c'est tout simplement de mécaniser ce qu'on pourrait faire avec une pinette. Donc, ça va être de venir travailler dans les horizons superficiels du sol pour venir y cercler les racines. En termes de coût, on va commencer à environ 2 500 € pour aller jusqu'à 20-25 000 € pour les plus gros outils sur attelage. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici. Donc sur la droite, vous avez des versions à atteler sur des tracteurs. Donc là, c'est vraiment pour des gros volumes hein, de ce type de revêtement à traiter. On a ensuite des outils de dimensions beaucoup plus modestes, hein, comme les trois que vous avez ici sur la gauche, qui sont assez intéressants. On recherchera, donc si on est sur des volumes à traiter assez moyens, on va dire, on cherchera plutôt à partir sur une cellule porte-outil sur laquelle on va venir fixer un outil de désherbage, donc c'est ce que vous avez ici. Ça vous permettra d'avoir un seul moteur et de venir dessus fixer différents types d'équipements. Donc c'est une technique qu'on va réserver vraiment à des sols qui sont déstructurables, tout simplement parce qu'on a besoin de venir travailler en profondeur hein, dans la couche de substrat. Et donc on pourra les utiliser sans problème sur tout ce qui est gravier, schiste, calcaire, et revêtements sablés. Donc on cherchera quand même à privilégier les outils les plus simples. Voilà, en termes de fonctionnement, de durabilité, ce sera les outils qui tomberont le moins souvent en panne. On a ensuite le désherbage thermique, donc qui va pouvoir coûter entre quelques centaines d'euros à 25-30 000 € pour des outils un peu plus conséquents. Donc là, on a différentes technologies qui sont disponibles, donc qui vont aller du plus simple, le petit brûleur à flamme que vous avez ici, en passant par une machine à air pulsé et des gros désherbeurs, donc soit à eau chaude, soit à vapeur, pour des volumes de surface à traiter beaucoup plus importants. Donc là, ce sera vraiment des outils à réserver uniquement à des zones qui sont imperméables, tout simplement pour éviter de provoquer la levée des graines qui vont être en dormance dans le sol. Vous allez apporter de l'eau, de la chaleur, donc vous allez forcément favoriser la levée des graines en dormance. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment les réserver aux zones qui sont imperméables. Donc sur ces outils, on réfléchira également à la technologie que l'on va privilégier. Donc c'est quand même des machines qui vont avoir des consommations en termes d'eau et de combustible qui peuvent être relativement importantes, hein, surtout sur les grosses machines. Donc on se posera vraiment la question de l'intérêt de l'achat de ces outils. Donc on a ensuite du balayage qu'on va pouvoir avoir comme matériel. Donc là, on va aller de quelques dizaines, quelques centaines d'euros pour du petit matériel comme des brosses adaptables sur des broussailleuses, à un ticket d'entrée de l'ordre de 50 000 € sur de la balayeuse de voirie, pardon. Et l'addition pourra monter à plus de 100 000 € pour des outils un peu plus conséquents. Vous avez même maintenant des outils assez novateurs, hein, comme celui qui est présenté ici, qui combine à la fois en désherbeur par balayage et en désherbeur eau chaude avec une rampe de capteur située à l'avant de la machine qui va permettre d'appliquer vraiment le strict nécessaire en termes d'eau. Donc des outils nouveaux, mais forcément qui ont un coût qui est relativement important. Donc là encore, c'est une technique que l'on va réserver à des revêtements qui sont imperméables et plutôt en bon état. Tout simplement, on va avoir une action par friction qui va venir fragiliser les revêtements. Donc on va vraiment chercher à utiliser ça sur des revêtements en bon état pour limiter au maximum leur usure prématurée. Donc on va avoir différents types de brosses qui vont pouvoir être utilisables, soit des brosses intégralement en nylon, soit des brosses intégralement en acier ou des brosses mixtes. Là, ça dépendra vraiment du travail qu'on a besoin de réaliser, des fournisseurs. Là, ce sera vraiment à réfléchir avec le fournisseur qui pourra vous orienter sur la bonne brosse.
Et comme précédemment pour le travail du désherbage mécanique, on pourra plutôt partir sur une formule porte-outil plus outil en question, donc ici une tête de désherbage, de balayage, ce qui vous permettra derrière d'amortir un petit peu plus l'acquisition. Vous allez avoir un seul moteur et derrière un panel d'outils que vous allez pouvoir venir adapter dessus. Et pour finir sur le matériel, on a tout ce qui est petit outillage, donc qui va pouvoir coûter jusqu'à 250 € maximum pour une houe maraîchère. Donc la houe maraîchère, tout simplement, c'est l'équivalent du désherbeur mécanique que l'on a pu voir précédemment, mais là à traction humaine cette fois-ci, à propulsion humaine même plutôt. On va pouvoir également trouver donc, différents types de couteaux, de binettes, donc pour des prix qui vont pouvoir aller jusqu'à 250 €. On a ensuite des outils qui sont assez intéressants, qui sont la désherbeuse à lame réciproque, débroussailleuse à lame réciproque que vous avez ici, les deux modèles. Donc en thermique qui va commencer aux alentours de 650 € et en électrique qui va tourner dans les 2500 € avec la batterie et en pack avec la binette électrique. Donc là, c'est vraiment des outils que l'on va plutôt réserver à des sols déstructurables et peu compactés, et vraiment à des petites superficies. Alors, on va maintenant s'intéresser aux stratégies d'entretien en fonction des différents types d'espaces verts que l'on va pouvoir rencontrer. Tout d'abord, on va s'intéresser aux zones enherbées. Donc, je vais être assez rapide sur les zones enherbées. Vous allez pouvoir vous rapprocher, enfin vous aurez dans 2 semaines le webinaire de ma collègue Lucie Boissier qui traitera notamment de la gestion des zones enherbées. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé par ces questions, à participer nombreux à sa session. Donc pour en revenir à ce diapo dédié à la gestion différenciée, donc les zones enherbées, on va avoir un traitement qui va être différent, donc traitement et une gestion qui va être différent selon la classe à laquelle appartient la pelouse considérée. Donc, par exemple, si on est sur une classe 1, donc, je vous rappelle, le niveau d'entretien le plus poussé, les espaces dits de prestige, on va avoir une tonte qui va se faire toutes les semaines, tous les 15 jours, avec une hauteur de coupe à 5 cm. Sur de la classe 2, donc des espaces d'accompagnement, on va être avec des tontes qui vont être beaucoup plus espacées, et avec une hauteur de coupe qui sera à 8 cm minimum. On pourra également réfléchir à la mise en place de zones de tonte différenciées. Et enfin, sur la classe 3, on aura, donc la zone naturelle, on aura de la fauche tardive une fois dans l'année. Donc vraiment, vous voyez, un traitement différent des espaces selon leur utilisation, selon leur destination. Donc juste un petit focus sur la tonte différenciée, c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque ça va vous permettre à la fois de réduire le temps d'entretien d'un espace considéré, mais également ça va apporter une plus-value écologique. Vous allez permettre aux végétaux de suivre l'intégralité de leur cycle de vie, et ça va permettre d'attirer des insectes pollinisateurs par exemple. Donc, afin que la démarche prenne bien, que les usagers s'approprient bien ce nouveau mode de gestion, par contre, il y a quelques petites choses à faire. Donc, notamment la mise en place d'une bande de propreté en bordure de parcelle, c'est ce qui vous est représenté ici, donc de la largeur du passage dans l'outil, une tondeuse en gros. On veillera également à mettre en place de l'affichage spécifique, tout simplement pour informer que l'espace n'est pas laissé à l'abandon, c'est simplement son mode de gestion qui a changé. On est passé sur quelque chose de plus extensif, donc forcément le paysage va changer, donc il faut bien informer à ce niveau-là. Et enfin, pour donner un petit peu plus d'attrait à la zone, on va pouvoir venir tracer dans la pelouse, dans la zone enherbée, des cheminements à la tondeuse pour inviter les gens à s'y promener, donc c'est ce que vous voyez ici. On va pouvoir venir tracer des cheminements tout simplement pour donner envie aux gens de se promener dans la zone. Donc sur les massifs, on va plutôt chercher à favoriser les végétaux, les plantes vivaces, tout simplement parce qu'elles vont demander moins de temps, en pas de temps important, hein. On aura moins de mise en place à réaliser, contrairement à des annuels, on va devoir de manière récurrente venir les remplacer. On veillera à choisir des végétaux qui sont robustes et adaptés au climat local, donc privilégier des plantes locales plutôt que des plantes horticoles qui ne sont pas forcément toujours très adaptées à nos climats. On veillera également à mettre en place du paillage, donc à la fois pour des enjeux esthétiques, hein, ça va permettre de souligner certains végétaux, mais également pour des questions de
désherbage, de limiter le désherbage tout simplement en mettant une quantité suffisante de paillage. Vous allez limiter le développement des adventices. Ça aura également un effet positif sur l'arrosage en période estivale. Vous allez limiter l'évaporation de l'eau au niveau du substrat. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. On préférera quand même le paillage organique au paillage minéral, qui permettra du coup de rapporter des nutriments au sol. En termes d'entretien, on va proscrire vraiment les textiles plastiques et on partira plutôt sur des voiles biodégradables. Et on pourra également réfléchir à l'utilisation de pans de couvre-sol pour limiter la surface à entretenir. Donc, en termes de fleurissement hors sol, tout ce qui est bac et jardinière, on va chercher à privilégier des végétaux qui ont un fleurissement qui est long, robuste et qui sont résistantes au déficit hydrique. Donc, si ça s'y prête bien, si on a suffisamment de place, on pourra également mettre un petit peu de paillage, donc en paillis plutôt fin. En termes d'arrosage, on cherchera à mettre en place un goutte à goutte automatique, tout simplement pour éviter, pendant la période estivale, d'avoir à réaliser des tournées d'arrosage qui sont quand même fastidieuses, qui vont vous prendre beaucoup de temps. Donc, dans cet objectif-là, et également pour des questions d'optimisation de l'apport en eau, hein, on consommera moins d'eau, on aura un apport qui sera plus mesuré si on passe sur du goutte à goutte que si on passe sur des arrosages manuels. Et enfin, le fleurissement hors sol, c'est vraiment quelque chose qu'on va chercher à réserver aux zones de prestige, parce que c'est quelque chose qui est coûteux, parce que ça demande du temps. Ça demande du temps de mise en place, du temps d'entretien. Donc on va vraiment s'en servir pour mettre en valeur des bâtiments qui appartiennent à cette classe, hein, la classe prestige. Et on pourra réfléchir éventuellement à transposer ces points hors sol dans des massifs en pleine terre, tout simplement pour en faciliter la gestion au quotidien. Donc en ce qui concerne les arbres, on va chercher à abandonner la taille en tête de chat, qui est chronophage, qui est quand même traumatisante pour l'arbre. Hein. On fait vraiment une coupe sévère qui va pouvoir avoir un impact fort sur sa santé, qui peut être également, selon sa sensibilité, inesthétique. Et on verra plutôt à privilégier le port naturel des arbres, bien entendu, à condition d'avoir choisi en amont la bonne variété d'arbres avec le gabarit, le port qui va être adapté à l'espace dont on dispose. On cherchera vraiment à n'intervenir que si nécessaire, donc à avoir par exemple juste une taille de sécurité. Donc en termes d'implantation, on verra à dimensionner sa fosse de plantation de manière suffisante, tout simplement pour pas que les racines de l'arbre viennent endommager après coup les accotements par exemple. Et on pourra, en alternative aux grilles acier qu'on peut retrouver souvent en pied d'arbre, venir implanter des couvre-sols. Ça rapportera un petit peu de couleur, un petit peu de végétaux supplémentaires, et ce sera quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc, concernant la voirie, on va voir deux choses différentes. Donc, sur tout ce qui est surface imperméable, on va chercher à l'entretenir avec du matériel alternatif, donc que ce soit du balayage ou du désherbage thermique. Et on cherchera vraiment en termes de prophylaxie, à venir combler les joints, à venir réparer les joints et les fissures avec des enduits, des mastiques spécifiques pour limiter le développement d'adventices dans ces structures. Donc, en ce qui concerne les surfaces perméables, cette fois-ci, donc là encore, on va utiliser du matériel alternatif, donc du mécanique essentiellement. On pourra utiliser du thermique, mais vraiment sur les espaces qui sont les revêtements qui sont très compactés, sur lesquels on aura potentiellement une banque de graines qui sera beaucoup plus restreinte. Là, on pourra l'envisager, même si ce n'est pas forcément la solution la plus pertinente. On cherchera également à désimperméabiliser, à préférer des techniques comme le réenherbement. Donc on peut imaginer par exemple qu'ici, avant, ce parking était en bitume. Le bitume a été retiré. On a mis en place un système à base de dalles alvéolées que l'on est venu remplir de gravier pour la partie circulation et que l'on est venu enherber pour la partie stationnement. Donc ça permet derrière une gestion in situ des eaux de pluie, ce qui est à l'heure actuelle particulièrement intéressant. Je vais également passer rapidement sur les cimetières, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Ma collègue Mélanie Martin reviendra sur ce point la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à participer également nombreux à sa session.
si cette thématique vous intéresse particulièrement. Donc sur les cimetières, on va chercher à végétaliser dans la mesure du possible afin de se simplifier l'entretien. On peut voir par exemple des zones qui sont un petit peu complexes à gérer, donc tout ce qui va être en pente par exemple, pente, talus, on va pouvoir chercher à venir les végétaliser. On va chercher, si jamais cette végétalisation n'est pas envisageable, à mettre en place un travail mécanique, donc soit par de la bitubinage, par un désherbeur mécanique, afin de ne pas utiliser de produits phytosanitaires. On évitera le thermique, bien sûr, hein, on le répète depuis tout à l'heure. L'objectif, c'est vraiment à terme d'arriver à se passer de toute technique curative, donc vraiment de mettre en place en amont les bons revêtements qui vont vous permettre, donc revêtement, pas forcément imperméabilisé, ça peut être l'enherbement du cimetière, mais vraiment mettre en place en amont les bons revêtements pour avoir un entretien qui sera le plus simple possible et qui ne nécessite pas d'outils particuliers. Donc on pourra passer par des zones de test qui permettront vraiment de se faire la main sur ces nouvelles techniques. Et enfin, on n'hésitera pas, surtout sur le cimetière, à mettre en place un affichage spécifique. Donc en ce qui concerne les acteurs du territoire, vous avez sur le territoire du Grand Est un certain nombre d'acteurs qui sont capables de vous appuyer dans la mise en place de cette démarche. Donc, que ce soit pour un appui financier, par exemple, donc la région Grand Est et l'agence de l'eau-Rhin-Meuse sont en mesure de vous appuyer par le biais de subventions. Donc, par exemple, à destination des études. Donc, ces études, qu'elles soient soit des plans de gestion différenciés, donc documents qu'on a abordés un peu plus tôt dans la présentation, ou des études relatives à la trame verte et bleue, par exemple, sont subventionnés à hauteur de 80%, et de l'achat de matériel alternatif, donc les outils qu'on a pu voir précédemment également, seront eux subventionnés à hauteur de 50%. Et en ce qui concerne l'appui technique, donc la réalisation par exemple des études évoquées, donc nous, Fredon Grand Est, nous sommes en mesure de réaliser différents types d'accompagnement technique, comme des plans de gestion différenciés, des formations, ou des appuis à la communication. Donc si vous avez un besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs en local, hein, qui seront à même de vous répondre et de vous orienter vers les différentes démarches à réaliser. Voilà, n'hésitez pas, selon votre territoire, hein, soit à vous rapprocher des collègues du site de Célestat, de Malles-des-Villes ou de Reims. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. J'espère que les différentes choses que l'on a pu aborder ensemble vous ont intéressé. Si vous avez encore des questions, je reste disponible pour y répondre.